Chers petits observateurs, mercredi 18h, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être passionné d'automobile pour être séduit par une beauté pure qui va vous toucher forcément en la découvrant. Et depuis ce matin, je suis subjugué par ces lignes. On va vous présenter une Ferrari 575 Maranello et c'est le petit observateur Ludo qui va nous la présenter. Bonjour Ludo. Bonjour Renaud. Tu vas bien? Ça va très bien. Je disais que depuis ce matin, je suis hypnotisé devant ta voiture. Il y a de quoi. Il y a de quoi? Elle est magnifique. Une magnifique italienne aux lignes très très élégantes, très très sportives, très épurées aussi. Très noble, j'ai envie de Très dire. noble, et puis très Pininfarina. Alors, il y a une tradition, on n'y coupe pas. Justement, face à tant de noblesse et d'émotion, quel est le petit détail qui t'enchante chaque matin quand tu la démarres? Parce que tu es un ferrariste, hein, on verra, tu as une longue histoire avec Ferrari. Tu n'es pas là de passage. Oui, c'est sûr. Moi, en fait, ce qui me marque, c'est ces deux phares ronds. Là, qui sont pour moi le symbole de Ferrari. On a tous rêvé, Magnum quand on était petit. Cette ligne fuyante avec ce gros galbe de l'aile arrière, et puis ces échappements. Alors ces échappements, à noter que plus ils sont chauds, plus ils dépassent, plus ils sont imposants, et évidemment plus ça chante. Et le chant d'une Ferrari, il n'y a rien de plus beau en fait en automobile. Tu vas trop vite parce que tu dis ça tout à fait naturellement. Tu m'as dit. Quand il chauffe, il dépasse. Ça veut dire que le fer se dilate. Oui, c'est ça. Les échappements se dilatent. Les échappements se dilatent et ils peuvent dépasser de 4-5 cm. Mais c'est énorme quand c'est chaud sur circuit, par exemple. Donc en gros, c'est presque à la Colombo. Je peux savoir s'ils sont sortis, tu as roulé. C'est ça. Alors, tout le monde n'est pas ferrariste. On va la présenter en détail, mais j'aime bien remettre l'église au centre du village. Présente-la, c'est quel modèle, quelle année? Et tu vois, quelle version en particulier? Mais on va se mettre devant parce que voilà, Julien là, mais c'est laquelle en fait? Alors c'est une Ferrari 575 Maranello qui est sortie en 2002. Ça a été produit entre 2002 et 2006. Et c'est la première Ferrari à moteur V12 avec une boîte F1. D'accord. Tu m'avais dit au téléphone quand on avait parlé, j'aime bien aussi resituer pour les gens, toi tu as eu plusieur Ferrari avant, hein, je crois que tu en as eu deux autres, mais tu m'as dit, pour moi, je voulais avoir un V12 dans ma vie. Ça veut dire quoi, ça? Le moteur V12, c'est le Graal, quoi. C'est le plus beau des moteurs, c'est le moteur le plus noble. Enfin, il y a toujours... Alors déjà, une Ferrari, c'est le rêve, mais je pense qu'arriver à un moteur V12 et la noblesse du moteur V12, la poussée du moteur V12 aussi, avec l'onctuosité, mais tout ça très élastique, très onctueux, il n'y a rien, c'est inclassable. Toi, tu as commencé avec une mondiale. Oui, j'ai commencé par une mondiale 3,2 litres en 2012. Ouais, oui, qui est la moins chère des Ferrari, on peut le dire. Alors, c'était vraiment la moins chère à l'époque, vu que ça valait 15-20 000 euros à cette époque-là. Et j'ai commencé par ça, par une vraie volonté d'accéder à mon rêve, qui était d'accéder au rêve d'avoir une Ferrari, quoi. Voilà. Et ensuite, tu as eu une... Et ensuite, j'ai eu une Modena, une 360 Modena de 2000. Et là aussi, pour que les gens comprennent à qui on a affaire, tu m'as dit, je crois que je peux le répéter, tu m'as dit, moi je préfère être propriétaire de ma voiture que de mon appartement. Ferrari, c'est une partie de ta vie, quoi. C'est ça, c'est ma passion, c'est mon moteur, c'est ce qui me fait réveiller tous les matins pour aller bosser, c'est ma motivation en fait. Mais ça vient d'où? Je comprends la beauté, mais de là à en faire... T'as un surnom, hein, c'est Ludo Ferrari, t'as une page Insta, enfin, je mets tout sur la table, mais ça permet de comprendre, voilà. Ça vient d'où? Ton père avait des Ferrari? Non, pas du tout. Je suis né comme ça. Tout petit, j'ai dessiné des voitures qui ressemblaient à des Testarossa. J'ai eu ma première majorette à 1 an et j'ai toujours eu des voitures miniatures. Évidemment, la miniature, elle finit, elle grandit. Et le fait d'en posséder une, je crois que je suis encore plus passionné et que je rêve encore plus. Alors, revenons à celle-ci, à la 575. Tu m'avais dit aussi, il y a eu une première série qui s'appelait 555, de 99. 550. 550, pardon. Qui sort avant. Donc là, c'est la grande révolution chez Ferrari, puisqu'on passe de la Testarossa avec le moteur à l'arrière à une vraie GT
sportive qui est la 550 Maranello qui sort en 96. 96 550 2002. c'est la cylindrée 5 litres 5, c'est ça, ouais, d'accord. 5 litres 5 Ouais. et là 5 litres 7. D'accord. Donc c'est la même base, c'est la base du moteur de la 456 en gros qui sort en 92. D'accord. Et tu l'as dit, c'est une vraie révolution. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait Todd qui était arrivé au département sportif, il y avait Kenny Montezemolo. Il voulait refaire des voitures dans la tradition. Explique, voilà, ouais. il y a Viens avec moi. Ouais. véritablement Montezemolo qui avait une vraie volonté de faire des voitures, un, plus fiables, deux, plus belles, plus confortables, et surtout avec ce mariage avec l'ancien, c'est-à-dire qu'une Maranello, ça a un vrai lien de parenté au niveau du design avec la 275, puisque c'est 275 GTB, c'est ça ce qu'on disait, ouais. 275 GTB avec cette ligne et ce grand capot à l'avant, ces phares à globe à l'avant. Et la ligne arrière avec la partie arrière qui est vraiment tronquée. Et évidemment, c'est ces phares ronds qui me font pour moi rêver. Je voudrais te montrer un détail qui pour moi résume beaucoup de choses. C'est la finesse de cette poignée qui a l'air, qui est petite, oui. On se demande si elle est fragile, qui est tellement fine par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça. Tout est à l'avenant et tu m'as dit ça. pour moi, je voulais celle-là aussi parce que c'est une époque qui n'est plus aujourd'hui. C'est ça, c'est aussi le symbole du début des années 2000 où les voitures nous ont fait beaucoup rêver. Et c'est la première fois qu'il y avait une boîte robotisée et disparition de la grille, voilà. si je puis dire. Installe-toi, tu vas m'expliquer. Mais c'était la première, il n'y en avait pas eu ailleurs sur la gamme, c'est vraiment la première fois. La première sur la gamme, c'est la 355, hein, on est en 96. Après, il y a eu la Modena, 99-2000. Et puis, c'est la première, en fait, V12 à avoir une boîte F1. Alors, explique le fonctionnement et montre comment, effectivement, on les reconnaît au tout petit levier, c'est ça? Ça, c'est le levier pour la marche arrière qui suffit juste de monter comme ça pour passer automatiquement la vitesse. Et le reste, sinon, on passe la vitesse sur la palette de droite et on rétrograde sur la palette de gauche. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, la moindre Clio a des palettes, mais c'était tout nouveau, ça. Hein. Alors, il faut aussi se remettre au début des années 2000. Explique. Moi, j'aime bien me remettre dans l'époque. Il y avait un champion du monde qui nous a marqué tous, qui s'appelle Michael Schumacher. Tout le monde voulait être Schumacher à l'époque. Ouais. C'était la modernité de l'automobile et que tout le monde voulait à l'époque, c'était de passer les vitesses comme Schumacher, comme en Formule 1. C'est ça qui nous a fait rêver. Voilà. Maintenant, on dit, la boîte méca et tout. En fait, c'est une autre philosophie, c'est une autre façon de faire. Alors moi, je me souviens de lire Sport Auto à l'époque avec ces fameuses palettes. Le grand débat, c'était la vitesse de passage des rapports. Bon, on a encore énormément progressé, mais toi qui l'as conduit tous les jours, est-ce que ça passe très vite, enfin, tu vois, ou est-ce qu'il faut être vraiment un super pilote pour voir la différence, quoi? Ça passe beaucoup plus vite qu'une boîte mécanique, fatalement, surtout que la grille, c'est une grille quand même qui est assez dure. Quand tu dis les grilles des boîtes mécaniques. La grille des boîtes mécaniques qui est quand même assez dure, qui a quand même un bon débattement. Voilà, c'est une grille vraiment qui s'enclenche chez Ferrari. Donc oui, alors évidemment c'est très agréable, c'est très élégant, mais on ne peut pas passer plus vite qu'une boîte F1. Je crois que c'est 200 millisecondes. Enfin, je précise qu'il n'y a pas d'embrayage, hein, pour ceux qui n'avaient pas dit. On voit les pédales qui sont magnifiques, mais il n'y a pas d'embrayage du tout. Mais est-ce que c'est fragile? Parce qu'on peut le dire, tu devais venir avec une fois d'avant et tu m'avais dit au téléphone, je peux le dire, elle a eu un problème, tu n'as pas pu venir. C'est ça. En fait, j'ai eu la pompe F1. Et c'est quoi la pompe F1? C'est le système hydraulique qui sert à passer les vitesses. D'accord. Et voilà, c'est un truc tout bête, c'est un truc qui est normalement fiable. C'est Magneti Marelli qui met ça au début des années 2000 sur la plupart des voitures. Même d'autres que Ferrari, c'est normalement fiable et puis voilà, la première fois que ça arrive et puis c'est arrivé. Elle était émue de venir. Voilà, ouais. C'était de série ou c'était une option ou c'était un modèle? La boîte F1, ouais, c'était de série. En fait, l'option, c'était de pas demander. De pas demander la boîte. En fait. Ce qui faisait baisser le prix, je crois d'ailleurs. Oui, une boîte mécanique, c'était moins cher qu'une boîte F1. D'accord.
J'adore derrière, on voit pas, mais avec les sangles, l'idée c'était de mettre ses valises. C'est ça, exactement. Alors là, c'est vraiment le grand tourisme des années, les clins d'œil à l'époque. Ils vendaient des jeux de bagages qui devaient coûter au chiffre le prix d'une Twingo et qu'on mettait derrière. C'est ça. C'est ça. Moi sur le compteur, en fait, moi, ce qui m'a toujours interrogé, c'est qu'en fait, il y a tellement de graduations sur le compteur de vitesse qu'en fait, c'est très difficile à savoir quelle vitesse on est. C'est un pouce au crime, en fait. C'est-à-dire que si tu veux que ce soit bien incliné, tu es à 240. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais si tu roules rec à 120, tu es toujours en bas, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Mais c'est une voiture qui est faite pour rouler à 240 tout le temps. Voilà. Comment tu fais alors? Je fais pas, parce qu'il y a des hommes en bleu qui veulent pas, mais autrement, c'est une voiture qui est véritablement faite pour ça. 2 mots juste sur les équipements, ça paraît un peu bizarre, mais bon, on avait les vitres électriques, je sais pas, il y a un mode sport quand même. Oui, il y a un mode sport. Et il change quoi le mode sport? Les suspensions, le passage de vitesse. Ouais. C'est effectif quand même, tu le sens? Ah oui, je le sens. Et à noter sur beaucoup de Ferrari aussi, pour lever les vitres, c'est souvent au centre et pas sur les poignées des portes. D'accord. Et les petits boutons en haut, c'est quoi? Ah oui, c'est les lumières. Ah ouais, d'accord. Mais je termine, on a longtemps critiqué les intérieurs de Ferrari jusqu'à la F355, comme quoi c'était du matériel Fiat, pas très bien par rapport aux autres. Là, il y avait eu un gros changement. Il y a toujours du matériel Fiat aussi. Ouais. Hein, et toi, tu t'en fiches, c'est pas là. Ah non, mais même au contraire, c'est ce qui fait le charme. Les commodos, c'est Fiat. Ouais. Ces boutons-là, c'est Fiat. Les sorties d'air, c'est Fiat. T'es sûr qu'il y a ça dans des Fiat? J'ai jamais vu des peu. Ouais. Ce système-là. Mais c'était beaucoup mieux fini quand même par rapport. Ouais, alors là, justement, on fait vraiment un grand pas en avant sur la finition. Vous voyez rien que les surpiqûres, tout est en cuir. Là, pour le coup, même le ciel de toit est en cuir, les portes sont en cuir, le tableau de bord est en cuir, la console centrale est en cuir. Ça, c'est une vraie révolution par rapport au modèle qu'il y avait avant, qui est une Testarossa qui est beaucoup plus en plastique, mais qui est aussi une conception du début des années 80. D'accord. Je te propose, on va quand même ouvrir le capot, parce que c'est là. J'en profite pour dire que cette vidéo est sponsorisée par Elf, la gamme HTX, chrono, génération, on y reviendra, tu auras le droit à ton bidon, mais je voulais les remercier, car c'est eux qui nous soutiennent. Alors, oh là là, même là, ah ouais, c'est quand même, rien que physiquement, c'est un morceau. Hein. Ah oui, c'est un gros morceau. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est le radiateur, oui. Là, toute cette place énorme. Oui. Et ce qui permet aussi de mettre le poids plus vers l'habitacle. Parce que ces 5,7 litres, c'est quand même un très gros moteur. C'est un moteur de course avec un carter sec. Voilà. On peut voir aussi les fameux cache-culbuteurs qui sont toujours rouges. C'est beau, avec les deux boîtes à air. Avec les boîtes à air. C'est le même moteur que la Testarossa ou il est retravaillé? Non, pas du tout. C'est un nouveau moteur qui est développé. C'est un nouveau moteur qui sort sur la 456 en fait. D'accord, qui est développé pour. C'est ça. D'accord. C'est ça. La Testarossa, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque la Testarossa, en gros, on va dire que c'est 2 moteurs côte-côte qui sont mis. D'accord. Faudra un jour qu'on a fait. Mais c'est civilisé, ça, à conduire, ou il faut se cracher dans les mains? Non? Très civilisé. Ouais. C'est très doux et en même temps, on descend de rapport et puis on a toute la rage d'un moteur V12 Ferrari. Je t'ai même pas demandé combien il développe de puissance. Celui-là, c'est 515 chevaux. C'est déjà énorme. Pour le poids de la voiture, on le connaît. C'est 1730 kg, voire plus, parce qu'il ne faut pas oublier que rien que le réservoir, c'est 105 litres de réservoir d'essence. Ah ouais, je ne demanderai même pas, on ne va pas demander la conso. La conso, moi j'ai 2 trucs. Ah vas-y Julien. D'abord, je trouve ça fou parce que là on le voit. Ah oui, j'avais pas vu, ouais. Qui va directement dans les boîtes à air. Là. Ouais. C'est rare, t'as un trou gigantesque. Ouais, tu as une entrée d'air supplémentaire sur le capot qui amène de l'air frais en plus de la grille devant. C'est ça. Et deuxième question, est-ce que, en termes d'entretien et tout, si tu dois faire la courroie, distrait, comme ça, il faut déposer le moteur? Non, il ne faut pas déposer le moteur, comme tu vois, elles sont là. Toutes les courroies sont là, sont à l'avant. De ce côté-là, tu as la 5000 balles à chaque fois. Il reste un peu de place. On ne confie pas ça à un garagiste de quartier quand même. C'est un peu... Ouais.
Tu vas me le refaire. Ouais. C'est sûr qu'on confie pas ça à un garagiste de quartier. La boîte, elle est où? Parce que donc, quand tu as fait réparer la boîte, cette fameuse pompe, elle est où? On sait, elle est placée. La pompe, elle est à l'arrière. Ah, curieusement. Ouais. Mais c'est-à-dire que la boîte, elle est. Elle est à l'arrière. En fait, pour l'équilibre, oui. c'est l'équilibre 50-50 et la boîte est à l'arrière. Ah, carrément, c'est-à-dire que tu as toute la transmission là, qui passe au milieu. C'est ça. Et donc, on n'y a pas accès, il faut Et démonter. la boîte, elle est là. D'accord. Alors, en dessous, il y a toujours des fonds plats. Hein. Pareil, encore une fois. Ah, il y a un fond plat là-dessus? Ah ouais, partout. C'est-à-dire qu'il faut démonter quand on veut enlever les échappements. Ouais. J'ose pas te demander le prix de l'intervention, mais pour recaler un peu, même si on va pas. La pompe F1, Ouais. c'était 1 600 € hors taxe chez Ferrari. Pas posé. La pièce. Encore aujourd'hui? Ouais. Ah ouais. Alors là, c'est véritablement. C'est devenu un problème, les pièces chez Ferrari, parce que. Ah, même sur des modèles comme ça, je pensais qu'ils. C'est rare et ça reste quand même assez cher. Maintenant, c'est très fiable. C'est pas une auto de tous les jours. Je m'en sers pas tous les jours. Tu vas pas faire 20 000 km en Ferrari par an. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais c'est rare les Ferrari qui font 20 000 km par an. Très vite. Oh là là, tous les petits voyants, j'adore ça. Oh là là. On est encore aux aiguilles, mais c'est le début de l'électronique, quoi. Oh là là. Et là, on est à combien de tours minute? Même pas 500, Ouais, 700. c'est ça, 600. Là, on a l'impression qu'il y a un lion, tu sais, qui vous regarde. Faut combien de temps? Il y a combien de litres d'huile pour monter en température? Je sais plus. C'est beaucoup, à mon Ouais, avis. 6-7 litres, je crois, c'est beaucoup. Ah ouais. Combien tu dis? 17 Ouais, litres. En parlant d'huile, tu sais donc Elf est notre partenaire. Je suis content de t'offrir. Alors, je pense pas que ce soit l'huile adaptée, mais je sais que tu as des copains. Celle-là, elle est pour les Youngtimers. Il y a toute une gamme. C'est des bidons de 5 litres. Il y a aussi la Chrono. Il y a pour les voitures des années 50, 70, 80, 90. Tu l'offriras à quelqu'un d'autre ou tu le mettras Voilà, tu sais, ça fait 50 ans qu'ils sont aussi dans la course, dans la passion. Merci. Et il y a une gamme de vêtements, on peut les retrouver sur My Health Store. Alors là, tu vois, c'est le début de l'automne, tu as le droit à une veste de motard qui fait très chasse, qui t'ira très bien quand tu iras. Merci beaucoup, c'est très On les gentil. remercie parce qu'ils nous soutiennent. Et tu vois, elle va bien avec toi. On ne s'était pas appelé avant. Hein, Non, voilà. pas du tout. Ça intéresse, il faut prendre une taille un peu au-dessus. Par exemple, ça c'est un XL Ouais. et sa taille plutôt petit. Ouais. Et elle est sur le store et elle est vraiment jolie, c'est en mode saharienne. Ouais, vous pouvez aller sur My Health Store, vous les retrouverez. Et puis maintenant, ils vont aussi proposer des sacs en matière recyclée, avec des ceintures de sécurité. On en reparlera une prochaine fois. Voilà. J'ai l'impression que tu conduis un fauve. C'est ça. Vraiment. C'est ça. Que c'est. Voilà, là pour l'instant c'est calme, mais ça peut rugir à tout moment. Rugir et surgir à tout moment. C'est fou la puissance de cette marque quand même. Ouais, qui fait. Voilà. C'est la marque qui fait le plus rêver. Ouais. J'avais lu une fois qu'il y avait plus de recherches sur Internet sur Ferrari que sur le pape, je crois. Ah oui, bah, c'est pas étonnant. Oui, c'est pourtant une marque qui sort pas beaucoup de voitures par an, et qui sort des modèles qui sortent à très peu d'exemplaires. Tout confondu, on a eu combien des Maranello? Alors, des 575 Maranello, c'est un peu plus de 2000 exemplaires. Pour le monde entier. Hein. Ouais, pour le monde entier. Et la 575, la dernière évolution, c'était la Super America avec le toit électrochromatique. Qui pivotait comme ça qui aussi. Pivotait, Et qui s'obscurçait ou C'est pas? ça. C'était une première. Qui est sorti à 559 exemplaires. Donc on est vraiment dans la rareté de de l'automobile. Tu voulais me dire qu'il y avait eu des évolutions là tout à l'heure? plusieurs fois L'évolution en fait se trouve au tableau de bord. C'est les premiers modèles où il y a un capteur de pression dans les pneus Ah oui. et où tu as la pression. Je sais pas si on verra, mais c'est t'as la fiable. pression oui, c'est plutôt fiable. Ça, en tout cas, ça donne une bonne indication. C'est très doux, je m'attendais à ce que les passages de vitesse, on avance ou en arrière. En fait, il faudrait rouler à 250. Ouais.
D'ailleurs, on n'a pas donné les performances, tu les connais, la vitesse max, le 0 à 100, tout ça. La vitesse max c'est 325 km/h, le 0 à 100 c'est 4 secondes, un peu plus de 4 secondes, 4 secondes 2 ou quelque chose comme ça. C'est des performances encore très très actuelles, quoi. Ouais. Comment tu décrirais justement t'as l'impression de rouler avec la légende, avec l'histoire, ou est-ce qu'il y a des sensations aussi particulières? C'est exactement ça. Exactement ça. Mais encore, développe. Ouais. Le mythe, faire rien que sur le volant, le cheval cabré sur le fond jaune, c'est évidemment mythique. Moi, l'agrément de conduite d'une Ferrari, pour moi, il n'y a rien qui égalise ça. Rien que la direction, par rapport à d'autres voitures, c'est une direction qui a véritablement un point milieu que tu sens très très bien, qui est véritablement suit la route. Et puis forcément, il y a l'agrément du moteur, le charme à l'intérieur, l'élégance qui est pas parfaite, mais qui fait tout le charme d'une Ferrari, tout le charme d'une voiture de sport, et en tout cas moi c'est ce qui me fait rêver. Tu retrouves ça dans les Ferrari modernes aujourd'hui? Elles te font rêver ou... Elles me font forcément rêver, moins maintenant, parce que je trouve, et ça c'est un goût parfaitement personnel, que la ligne est moins notable qu'une Ferrari des années 80 ou des années 90. Il y a des collectionneurs de Ferrari qui disent souvent faut pas oublier qu'on a une partie du patrimoine de l'automobile et qu'on se doit de le faire partager. Toi tu le fais souvent, hein, tu vas à des rassemblements, ouais, tu es connu pour ça, hein, tu laisses les gens monter dedans. Bien sûr, moi discuter, échanger de la passion, c'est véritablement mon moteur, quoi. Voilà, alors on va les montrer rapidement, mais donc tu fais les photos, hein. Je fais les photos, ouais, donc de deux donc ça c'est ton surnom, tu t'appelles pas Ferrari quand même, non, hein, mais on dit c'est mon surnom, voilà, tout le monde m'appelle comme ça, même toi. Ouais. Donc ça, tu as fait plusieurs bouquins, donc sur les 50 ans de la 250 GTO. Ça c'est, qui était en France en 2012. D'accord. Donc j'ai participé, c'est un témoignage sur le 50e anniversaire. J'ai pu faire les photos et voir. Je rappelle, c'est une des Ferrari les plus chères du monde. Ça vaut 50 millions maintenant, c'est délirant. Un peu plus de 70 millions à l'heure actuelle. On n'a pas parlé de prix. Ça vaut combien une Maranello aujourd'hui? Je sais pas. Alors ça vaut. Celle-là, ça vaut combien? 90, 100 000 euros. Ce qui est très cher, mais qui n'est pas délirant par rapport à... C'est très cher et pas délirant par rapport à tout ce qui se fait. C'est une voiture qui a pris aussi beaucoup de valeur ces dernières années. Ferrari, ça prend de la valeur, ça baisse. C'est une voiture qui, en l'occurrence, valait 4 fois moins cher il y a une petite dizaine d'années. D'accord. Et c'est une voiture qui a pris de la valeur, comme toutes les Ferrari. Il y a 10 ans, ça valait 30 000 euros. Tu pouvais en trouver à 40 000 euros, 35 40 000 euros. C'est fou. Bien sûr. Tu sais ce que disait Ferdinand Porsche sur l'avenir de l'automobile à ceux qui disaient, vous savez, un jour il n'y aura plus d'automobile. Il disait, seuls les autos de sport survivront comme les chevaux de course ont survécu à la fin des calèches. Quand je vois ça, je me dis que Ferrari sera toujours... Exactement ça. Il y aura toujours des Ferrari, même dans un monde post je ne sais quoi. Exactement ça. Ludo, merci beaucoup. Si on veut te retrouver sur les réseaux, donc c'est sur Insta, c'est ça? C'est Ludo Ferrari, photographie sur Insta. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Et puis...
Je voudrais remercier les deux gourmands qui nous accueillent aussi. Il y a une biscuiterie, ils font leurs biscuits ici. Si ça vous tente, c'est vachement bien. On est à Crépierre. Merci à Elf qui nous soutient avec sa gamme Astérix Génération pour les voitures vintage et classiques. Et puis si vous voulez nous présenter votre voiture, vous nous envoyez un mail à petiteobservation automobile tout attaché avec ds@gmail.com. Soyez très patient, ça peut prendre beaucoup de temps, on a beaucoup d'avance. Tout le monde ne passera pas, il faut en être conscient. Et si jamais on vous appelle, il faut avoir conscience qu'il faut venir nous présenter la voiture en semaine dans le 78 à Crépierre. Voilà, ça fait beaucoup de si et comme ça permet de s'engager seulement, voilà, si c'est possible. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.